Comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Bon, dossier santé numérique, on avait l'impression que cette implantation avait pris son cours, là, après ces nuits du début mai, un peu de panique. Mais là, il y a des problèmes finalement. Là. On retourne sur le terrain, voir apparaître certains problèmes d'opération. Ça fait presque un mois maintenant que le dossier santé numérique est en place. Dans la première semaine, on entendait des médecins, des chirurgiens, des radiologistes dire c'est pas la catastrophe annoncée, il y a des pépins, mais relativement, on dresse un bilan positif de la chose. Mais là, dans les dernières heures, il y a plusieurs articles dans les différents médias, notamment nos collègues du bureau parlementaire dans le Journal de Montréal, qui ont parlé avec des médecins. Et la lune de miel du dossier numérique semble être évaporée. Là. Ça a été de courte durée parce que les médecins parlent d'un déploiement chaotique, c'est inefficace, dangereux même pour les patients. On parle d'une situation tellement problématique qu'on retarde le début des traitements de chimiothérapie. Certains patients qui ont dû être envoyés à l'urgence parce qu'ils ne pouvaient recevoir en fait leur chimiothérapie, des problèmes qui se multiplient depuis le début, des erreurs de programmation pour des doses de médicaments potentiellement dangereuses. Il y a des médecins qui songeraient à quitter tellement ça ne va pas bien. Moi, hier, j'ai parlé avec une des médecins cités dans l'article Journal de Montréal. Pour l'Ontario? Ah ben non, ils ont le DSN, ils ont le même système en Ontario depuis quelques années déjà. Là. Mais semble-t-il, c'est ça. La médecin à qui je parlais hier au 20h30 me disait, c'est vraiment le problème avec le logiciel. Elle a utilisé le terme, c'est pas user-friendly, donc c'est pas simple d'utilisation. Il y a des retards. Il passe plus de temps finalement à rentrer des trucs dans le système, essayer de comprendre la plateforme, l'interface, et ça retarde le système. C'est un peu en contre ça qu'elle en avait beaucoup. Elle voulait pas faire peur aux patients, par contre, mais elle parlait vraiment de retard qui s'accumule en raison de l'interface qui est pas... Bon, Santé Québec ne nie pas les problèmes en ce moment, dit qu'on est en train de faire des ajustements, donc combien de temps ça va prendre avant qu'on connaisse son air d'aller? Mais il y a plusieurs témoignages en ce sens-là. Je suis pas dedans, puis je veux pas sonner simpliste, mais quand on dit, par exemple, on retarde la chimio, là, mettons là... Monsieur Chose, il a le cancer. Il faudrait commencer sa chimio idéalement lundi. Et mettons que dans le système informatique, ça fuck un peu. Là. Mais mettons qu'on commence quand même sa chimio lundi, puis on l'écrit à la main sur un papier, puis on dira, on ira le retranscrire plus tard. Là. Y a-tu quelque chose qui explose, qui pète, qui casse? Non, mais c'est un peu la question que je me pose, tu sais, quand tu dis qu'on laisse entendre la santé des patients. Là, je veux dire, un patient arrive, mettons, en arrêt cardiaque, là. Est-ce qu'il rentre dans le système informatique, puis là, s'il se trompe et pitonne pas la bonne affaire, bon, Caroline, on le ranime pas. On n'a pas le cas de... On a raté notre inscription informatique, on le ranime pas. D'après moi, ils vont se mettre à y pomper le cœur, puis ils vont dire, on fera les entrées informatiques après, ou tu sais... Parce qu'habituellement, ils font ça même pour ceux qui n'ont pas de carte d'assurance maladie. Ben oui. Ils traitent, puis après ça, ils voient comment après on va gérer les frais. Après ça, on voit comment est-ce qu'on arrange le reste. En tout cas. Ça reste que ce que je comprends, c'est que même les délais pour rentrer les affaires, ça allonge le processus. Mais bon, après, je nie pas les problèmes. Là. Non. Je me questionne juste sur quand on amène les problèmes à un niveau de menacer la vie humaine. Là, tout à coup, je décroche un petit peu. Oui, je suis d'accord. En tout cas, bon. C'est qu'à quoi sert le système si c'est pas pour garder le monde entier? Gouvernement fédéral qui investit. Et là aussi, il y a bien du mystère sur ce que ça va représenter vraiment. Là, on parle de plus de 2 milliards pour l'intelligence artificielle. C'était une grosse annonce hier là, de M. Carney. 2,3 milliards pour doter le Canada d'une stratégie d'intelligence artificielle. On veut une infrastructure numérique faite maison, des centres de données, un super ordinateur public d'ici 2031, un réseau de fibre optique dernière génération. Le but, dit-on, c'est d'être moins dépendant des fournisseurs étrangers. Actuellement, là, il y a une vaste majorité des infrastructures numériques établies au Canada qui sont la propriété des géants américains, là, comme Microsoft, Google. Donc, ça représente un risque réel pour les Canadiens, selon Mark Carney. Il dit que c'est une arme qui pourrait être utilisée contre nous éventuellement, donc veut ramener ça chez nous. Ça a suscité aussi des réactions là, hier parce que bon, il y a des détails de tout ça qu'on connaît pas encore. Il y a des bouts que je comprends. Puis, d'abord, c'est pas une approche négative par rapport à l'IA. Là, au contraire, il dit qu'il faut que les entreprises d'ici adoptent l'IA. Ils sont très en retard, tout ça. L'IA canadien, il y a des bouts que je comprends, ce qu'on veut faire, tu sais, puis avoir nos propres... On va en reparler d'ailleurs dans l'émission, mais avoir nos propres infrastructures. Il y a un bout, je sais pas, là où sont rendus Anthropic, Microsoft, OpenAI, Google... qu'on va
partir de zéro quelque chose de canadien, qu'on va dépasser ça ou qu'on... Je vois un peu mal exactement de quoi on parle parce que dans quel... Nos entreprises qui adoptent l'IA, je veux dire, ils se raccrochent à ce qui existe. Ouais. Ce qui existe de l'IA, puis qui est pas entièrement américain, mais largement américain, oui. Fait que qu'il y a un bout, je me demande qu'on ait notre propre, de l'info nuagique, il y a des entreprises au Québec souveraineté qui font de nos données. ça. Oui, absolument, oui, absolument. Mais les géants qui mènent ça à l'échelle planétaire sont pas canadiens. Donc si tu veux rester dans l'écosystème, t'as pas le choix de t'y accrocher. Ouais, bon. Ouais, c'est ça. Jean-François nous dit qu'on va faire un panier bleu de l'intelligence artificielle canadienne. C'est un petit peu ça la question. La une du journal ce matin, c'est drôle parce que quand j'ai vu la une du journal, le soir, là, Benoît Dutrisac et moi, on s'envoie les sujets qu'on veut aborder. Puis c'est exactement le sujet que j'avais soumis à Benoît ce matin. Là. C'est un mauvais début d'été du point de vue de la violence dans le Grand Montréal. Et moi, ce que j'ajoutais, des jeunes, des mineurs ou des jeunes très jeunes... Oui, absolument. Et ça fait pas si longtemps que ça qu'il fait beau. Puis là, tout de suite, c'est commencé. Pas mal de violence dans le Grand Montréal. 3 meurtres en 3 jours? 3 meurtres en 3 jours, effectivement. Des gens qui sont connus des autorités, qui ont été tués en moins de 72 heures. Et là, il y a des policiers à la retraite qui s'expriment dans le Journal de Montréal, disent que la tendance pourrait se poursuivre parce qu'il pourrait y avoir des répliques. Et là, ça va dépendre du travail des enquêteurs pour résoudre ces crimes-là. Ça aura un impact sur les ripostes possibles. Il y a d'abord un Albertain de 22 ans, poignardé mardi dans un Walmart de Montréal-Nord. D'ailleurs, on va y revenir parce qu'il y a du nouveau dans ce dossier-là. Un autre jeune homme de 22 ans abattu dans le quartier Villeray à Montréal. Et hier matin, c'est un membre de gang de rue de l'ouest de Montréal qui a été tué devant sa maison à Laval. Donc, c'est vraiment un été plutôt chaud sur le plan de la criminalité qui s'annonce dans le Grand Montréal. Et ça commence à inquiéter plusieurs personnes. Parlons-en des nouveaux détails là, dans le meurtre du Walmart, parce que finalement, on a parlé de 4 jeunes, finalement, il y en a un qui a été libéré, là, qui n'était pas dans... C'est 3 jeunes qui ont été accusés hier. Oui, et ce serait des insultes à caractère racial qui auraient mené au coup fatal. C'est 4 élèves, donc, de l'école secondaire Henri Bourassa qui avaient été arrêtés. Il y en a un qui fait face à une accusation de meurtre non prémédité. Et il y a des amis qui se sont exprimés disant que, ce sont des jeunes discrets, loin des gangs de rue, et que rien de tout ça ne serait arrivé sans les propos racistes. On ne connaît pas le contexte exact de l'altercation. Ça reste flou de ce côté-là. Il faut savoir que la victime, c'est Giovanni Ray Robbins, 22 ans. Lui, il était connu des autorités. En fait, il venait de sortir de prison là, tout juste après une condamnation pour un vol commis dans un maxi de Longueuil. Mais ce serait donc des propos à caractère raciste qui auraient fait en sorte que il y aurait eu cette chicane-là qui aurait fini de cette façon-là. J'ai lu les propos là, des jeunes ou amis ou camarades de classe des garçons en question. Les jeunes tranquilles, puis tout ça. Puis là, peut-être que les insultes racistes, c'est vrai. La réponse à ça, c'est certainement pas un meurtre. Mais je suis obligé d'être plate puis de noter au passage qu'ils avaient quand même un couteau sur eux. Oui. Pour poignarder. Un ou des couteaux. Bon, moi, je suis vieux jeu, mais dans mon temps, les jeunes tranquilles à l'école qui faisaient leur petite vie et leur petite affaire, on allait à l'école, pas de couteau. C'est une autre époque, mais on se rendait à l'école, pas de couteau dans nos bottes ou dans nos bas ou dans notre soulier. Là. On avait des études à crayon. C'est une remarque que je fais juste comme ça. Est-ce que Québec pourrait imposer, après le recul du fédéral, sa propre taxe Netflix? Bien, c'est ce qu'a laissé entendre hier... le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, merci, je cherchais son nom. Ottawa, on le sait, a renoncé à faire payer les géants du web pour du contenu télévisuel et cinématographique. Donc, ce que Mathieu Lacombe dit, c'est que Québec pourrait s'en charger. Le fédéral est revenu sur cette décision-là de faire passer de 5 à 15 % la redevance imposée au Netflix, Prime Video, Disney+, de ce monde, parce qu'on craint une hausse des frais d'abonnement. On veut préserver l'abordabilité. Et là, ce que le ministre de la Culture dit, c'est que c'est un signal qu'Ottawa est prêt finalement à faire des compromis sur notre culture et que, il reconnaît que l'investissement de 600 millions de dollars pour soutenir les secteurs télévisuels, c'est une bonne chose, mais ça reste que c'est pas périn, là, donc dans le temps, et que c'est une autre démonstration que Québec doit faire ses propres négociations par lui-même. Mais ça ne règle pas non plus le problème de l'équité avec les autres plateformes qui payent toutes leurs taxes, toutes les plateformes
abonnez-vous à une plateforme canadienne, là, que ce soit Illico, Crave, une autre, vous allez payer les taxes. Ceci dit, la session parlementaire, on est à 5 jours de la fin. Il y a déjà beaucoup trop de projets de loi qu'on n'est pas capable d'adopter. Quand un ministre dit aujourd'hui on pourrait faire une nouvelle chose, ça se fera pas. Ça se fera pas là. Il faudrait qu'il y ait un nouveau mandat, que la CAQ soit réélue, qu'il soit renommé à ce poste-là. Je veux dire, c'est comme il y a bien des si. Charles-Antoine, tu dois ce matin nous faire le bilan de 2 matchs. Et les 2 sont allés en prolongation et les 2 ont été assez spectaculaires dans des remontées incroyables. Débutons avec ce premier match en saison régulière des Alouettes de Montréal qui n'ont pas mené une seule fois dans le match, outre au tableau indicateur final. Après le placement gagnant en prolongation. Seule fois que les Alouettes étaient devant, mais c'était suffisant pour aller chercher une énorme victoire sur la route. C'était une reprise de la finale de l'Est contre une bonne formation, les Tiger Cats. C'est jamais facile de gagner à Hamilton. C'est une des villes où les rêves vont pour mourir. Mais c'est une interception, là. Mais c'est une interception qui a été à bougie d'allumage. Au moment où tout allait mal pour les Alouettes, une interception spectaculaire, retournée pour un toucher. Robert Kennedy Jr. saute devant le ballon, la trajectoire de Bo Levi Mitchell. Puis tu fais bien de le dire, les Alouettes perdaient par 2 touchés et on semblait pas croire à une remontée parce que le match à ce moment-là pour les Alouettes était amorphe, mais ça a dynamisé les choses. Ensuite, il y a eu des jeux spectaculaires. L'attrapé de Phil Pott. Incroyable. En fait, même à la reprise vidéo, après 10 fois, on comprend toujours pas comment il a pu. Le ballon est comme quasiment sur la cuisse du joueur défensif qui est devant lui. Comment, avec sa main, il prend, il ramène, le ballon tombe jamais à terre. C'est un attrapé à C'est une toi main. qui vas nous l'expliquer, c'est toi le receveur de passe. Non, mais tu l'as quand même bien fait. Un attrapé à une main en entourant les hanches du joueur adverse. Mais comment t'échappes pas le ballon? Parce que il faut que tu ramènes Et l'attrapé se fait avec la main gauche, mais lorsqu'il se relève, il a le ballon dans la main droite. Donc, il a fait le tour du corps du joueur défensif d'une main à l'autre. À ce moment, c'est 24-24. Le botteur Maltos Diaz avec des placements clés. Donc, grosse victoire des Alouettes. Plusieurs signes encourageants. Et dans l'autre match, les Hurricanes ont créé l'égalité dans la série en allant chercher au moins une victoire à domicile. Seth Jarvis. Il restait 10 minutes à jouer. C'était 2-0. Vegas était en plein contrôle. Puis là... un peu le scénario opposé du premier match, où les Hurricanes menaient 2-0 et les Golden Knights sont revenus derrière. Hier, complètement l'inverse. C'est une contestation particulière de John Tortorella, un but refusé. Il est allé à la reprise, n'a pas eu raison, donc ça a donné un avantage numérique aux Hurricanes qui ont marqué. Donc ça a été un peu le point de bascule de ce match. Mais Tortorella a dit en point de presse, je le contesterais 10 fois sur 10. Moi, j'ai vu la reprise vidéo. Écoute, le gars, il pousse. Le goaler a la rondelle dans ses mains, il pousse avec son bataille. Il darde, il pousse. C'est sûr que ce but-là allait être refusé. Je sais pas ce que Torto a pensé d'aller. C'est sûr qu'il allait avoir 2 minutes de punition. Puis... il a bien porté le nom de son équipe ou la ville de son équipe. Il a misé. Il a misé gros là-dessus. Ouais, exactement. À Vegas, en Gumball. Et parlant de Vegas, parce que là, les 2 premiers matchs de série à la hauteur, samedi soir, sur la strip, ça va être fou. Oui. Ouais. C'est une série qui s'annonce enlevante. Parlons maintenant des derniers concerts de Patrick Bruel. En fait, pas concert, spectacle de théâtre. Là, c'est annulé ça aussi. Là. Oui, parce qu'il était toujours en représentation pour la pièce deuxième partie. Il restait juste ça. Là. Tout le reste avait été annulé. Mais la tournée n'est pas officiellement tout annulée, mais il y a eu plusieurs, justement. La tournée des festivals a été annulée. Au Québec, ça a été les premiers, au fait, à lancer le bal des annulations. Il y a eu 2 séries d'annulations ici, Québec et Montréal. Après ça, il y a eu des festivals en Belgique puis un peu partout. Sa tournée devait commencer, mais là, pour l'instant, les dates sont mises sur la glace. Mais il était toujours sur scène pour deuxième partie. Sauf que ça devenait de plus en plus difficile. L'ambiance avec les comédiens, c'était de plus en plus difficile. Avec l'accord, ils ont décidé qu'au théâtre Édouard VII à Paris, ils allaient annuler les 5 dernières représentations parce que mercredi soir, il y a eu plusieurs militantes féministes avec des pancartes qui écrivaient « Bruel, violeur, pas de scène pour les agresseurs ». Donc, ils ont pris cette décision-là, même que le 28 mai, il y a 3 militantes qui sont entrées dans la salle de concert. Ils étaient masqués avec le visage de Patrick Bruel comme effigie. Puis ils se sont mis à crier « Bruel, violeur, Bruel, violeur ». Donc, ils ont été obligés d'allumer les lumières, de sortir les femmes en question. On n'a jamais entendu parler de l'histoire, mais c'est sûr qu'il y avait de la tension dans l'équipe. Beaucoup. C'est sûr que sur l'ensemble de l'équipe, il y en a qui ne devaient pas aimer ça.
Il y en a qui avaient d'autres loges qui sont allés, qui ont changé de mais loge. à l'inverse, Isabelle, ils doivent pas. C'est leur gagne-pain. Là. Tu sais, Oui. tu joues au théâtre, tu as appris un rôle, tu connais coûte cher. tu connais ton texte. Puis souvent, on va dire, ils sont payés tant par soir, là. Mais tu sais, on compte pas les semaines avant où ils apprenaient du texte. T'es pas payé pour Non. apprendre ton texte. Puis ça, les gens savent pas ça. Fait que si on t'en enlève 5, là, je veux dire, on t'enlève du revenu, tu sais, on t'enlève, c'est ton gagne-pain, ils doivent pas être contents, de l'ensemble de l'œuvre. là. Ben, pas en tout. C'est très difficile parce que c'est une grosse équipe aussi qui travaille là-dessus. Hier, ça fait aussi réagir sur le plateau. C'est ce soir sur France 5. Flavie Flamand, celle qui a porté plainte dans les dernières semaines. On en a parlé, on a entendu son témoignage. Elle est revenue sur ce témoignage, sur sa plainte de viol. Et ça, ben, c'est un extrait dans les dernières heures qui circule beaucoup. Elle ne comprend pas pourquoi les fans continuent de supporter Patrick Bruel. Je n'avais à l'époque pas le pouvoir de dire non. Imaginez-moi dire, je ne vais pas recevoir Patrick Bruel, qui est une star à l'époque, parce que j'ai vécu ça lorsque j'avais 16 ans. Qu'est-ce qu'on m'aurait dit ? Qu'est-ce qu'on aurait fait ? J'aurais pas eu de carrière. J'aurais renoncé à ma vie professionnelle. J'aurais été traitée de folle. En fait, j'ai vécu pendant 10 ans dans ce système-là. C'est-à-dire que j'ai retrouvé un jour sur mon plateau, au moment où je démarrais une carrière et que je présentais des émissions de variété, parce qu'en plus de ça, le hasard des décisions qu'on a prises pour moi dans ma vie professionnelle à une époque a été quand même de m'amener sur des plateaux de variété où j'étais contrainte de le recevoir. Et donc ce système du tout le monde savait, je l'ai vu, je l'ai ressenti, je l'ai pressenti, tout en étant moi dans une situation d'extrême vulnérabilité. Là, vous voyez des images, et j'ai toujours dit, d'ailleurs, vous avez pu le lire dans La Consolation. Non, vous pouvez les laisser, j'en ai vu tellement d'autres, si vous saviez. Mais c'est ce que je dis aussi dans La Consolation, quand je dis les photos sont... Et ça, quand elle dit tout le monde savait, ça circule beaucoup dans les médias français aussi. Tout le monde savait, personne disait. Ça c'est depuis des semaines qu'on entend ce genre de témoignage. Il y a Maxime qui nous écrit concernant la fin de la saison. Il dit « Bon matin à vous tous, bonnes vacances Mario, je vais m'ennuyer, mais mon conseil, si vous, je comprends qu'il me vous voit, si vous partez à la pêche très tôt le matin, méfiez-vous de cette dangereuse rosée matinale. »